Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Squeak Talk, bienvenue dans le Squeak Talk qui nous amène au Final Four de l'Euroleague dans 10 jours à Abu Dhabi pour discuter des thèmes brûlants de cette actualité. On accueille pour la troisième, je ne sais plus, troisième fois Jérémy Baker en studio. Un peu plus ça, ouais. T'es venu à Noël, là tu reprends tes marques. J'avais gagné quelques quiz. Voilà, il est venu pour ça. Il est venu pour avant ça, Jérémy. Pour défier Nicolas Bayou. Salut Nicolas. Salut Jérémy, salut Fred, salut à tous. On en gagne quelques-uns. Attention, il faut se méfier de l'expérience de Nicolas Bayou et il faut se méfier de l'intrépide Nils Onimus. Bonjour Nils. Salut Fred, salut à tous. Tu as un concurrent Nils pour le quiz de fin d'émission, tu as compris ? Oui, ouais, écoute, on va faire le maximum. Ce sera le Final 3 pour le quiz tout à l'heure. D'abord, on parle évidemment du Final 4 de l'Euroleague. Monaco, Panathinaikos, Olympiakos et Fenerbahçe. Voilà les 4 clubs qui vont se disputer le titre à Abu Dhabi. Fenerbahçe, Panathinaikos et Olympiakos Monaco. Voilà donc les demi-finales qui nous attendent dans 10 jours à Abu Dhabi pour ce Final Four. On va parler des quatre équipes rapidement avec une question pour chaque club. Voilà, on va faire un petit peu les burning takes et je vous demanderai votre hot take aussi à la fin, votre rodon un petit peu fou. Bon, le mien, il concernera l'Olympiakos. Je vous chauffe un peu. Je sais pas quel vôtre. Je ne sais pas puisqu'on n'a pas répété. Bon, on verra ça après les questions brûlantes. D'abord, la question brûlante sur Monaco. Mais si on commence, voilà, évidemment par les Monégasques qui se sont qualifiés contre le Barça en 5 manches. Question sur l'effectif. Est-ce que les Monégasques doivent compter sur leur profondeur d'effectif et par exemple remplacer Jordan Lloyd et Donatas Motiejunas qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu? Ça dépend de quel jour on parle sur cette série, par Nick Calates et par exemple Papagiannis. Most valuable Papagiannis, qu'on a vu sur le dernier match face au Barça. Je vous laisse le temps de réfléchir en plateau. Je vais voir Nils, qui a commenté cette série entre Monaco et le Barça. Nils, est-ce que Vassilis Spanoulis doit vraiment aller trancher son effectif et panacher avec ce qu'il avait sur son banc ou derrière son banc lors de cette série? Pas nécessairement, pour moi, pas nécessairement. Déjà, il faut dissocier les deux cas. Yorgos Papagiannis, je pense, c'est pas mal qu'il soit dans le roster, en effet. Je trouve qu'il apporte des choses différentes de Motiejunas et de Mamdjaité. Mamdjaité qui, lui, joue, Donatas Motiejunas moins. Papagiannis, ça apporte vraiment quelque chose en plus et ça apporte de la taille, de la protection de cercle, on l'a vu dans le match 5. Surtout face à l'Olympiakos en demi-finale avec les deux Mousfal et Miluzinov qui sont immenses, il peut se servir. Nicolates, je suis pas sûr, surtout pour sortir qui Jordan Lloyd, il peut être hyper important, il peut t'apporter des points dans un soir où il est dedans. Tu peux pas sortir Tarpey parce qu'il t'apporte de la défense et cette saison il a manqué de rythme à chaque fois qu'on l'a vu. Nicolates, il était pas dedans, donc je suis pas sûr que même si son expérience pourrait apporter, ce soit une très bonne idée. Un grec sur deux pour Nils, est-ce que vous êtes aussi sur un grec sur deux, sachant que les deux ont été les grosses recrues de l'intersaison et ont été recrutés justement pour faire passer ce cap à Monaco? Sur le match 5, Papagiannis a gagné sa place au Final Four dans le roster, contrairement... Juste sur le match 5. Oui, et aussi par rapport à l'opposition, Nils l'a dit, face à une grande tour jumelle dans la raquette avec Mousfal et Milutinov, et il y va apporter sa taille, Papagiannis, et en plus il peut s'écarter, on l'a vu à 3 points sur le match 5, il a été quand même très efficace dans ce domaine. Pour moi, c'est totalement différent pour Nick Calates, il a joué grosso modo une dizaine de matchs cette saison, il n'a pas participé aux playoffs. Il a été blessé une longue partie de la saison. C'était l'une de tes recrues vedettes. Ça n'a pas fonctionné cette saison. C'est trop tard. C'est trop tard pour l'incorporer pour moi pour le Final Four. Malgré l'expérience d'un joueur comme Calates, tu peux pas mettre sur le banc pour moi Jordan Lloyd, qui certes n'a pas fait de très bons payoffs. Hors du banc, tu veux dire. Tu peux le mettre sur le banc, mais... Oui. Voilà, tu choisis en dehors du banc, l'un ou l'autre. Donc pour moi, tu choisis Jordan Lloyd plutôt que Calates, qui n'est pas du tout intégré dans le roster, ni est-ce qu'il a le rythme, je suis pas sûr. Donc Papagiannis et Jordan Lloyd. On ne veut pas de l'expérience de Calates, t'en veux pas? J'en veux pas non plus. Ah. Je pense que ça va être primordial d'étirer la défense de l'Olympiakos au maximum, d'essayer de sortir Mousfal de son secteur de jeu où il est à l'aise en défense, c'est-à-dire dans la raquette. Et je pense que pour ça, Papagiannis va être super important, pouvoir apporter du scoring à l'intérieur. Après, c'est à l'extérieur. Après, comme d'habitude, on sait l'adresse, ça va, ça vient. Mais s'il est dans un bon soir, ça pourra bien le gêner. Calates, je ne suis pas convaincu que tu en aies besoin, surtout avec tous les extérieurs que tu as actuellement.
Moi, je ne crois pas forcément ce qui va être utilisé dans ce Final Four. Vous êtes presque en train de me dire, finalement, Papagiannis, quasiment 5 majeurs de Monaco sur le début de cette demi-finale. Non. Bah, Pourquoi pas vous me dites, il va gêner les tours, Non, non. tours jumelles, pourquoi pas. il va gêner Fall. Je trouverais pas ça, moi, C'est une complètement stupide, quoi. Je trouverais pas ça stupide par rapport au 5 avec Mamjete. Papagiannis peut très bien là, démarrer le match, dans les parce playoffs, que Yousfal face à lui, tu mets Papagiannis. J'ai l'impression qu'il est passé devant Dimo carrément au niveau de la rotation. Moteunas n'a pas joué, hein, minutes. ça tu nous confirmes, de 0 toute minutes. la série de demi-finales. Ouais. Et n'était pas dans le groupe lors du match 5. Hein, donc, de fait, pour moi, il est passé devant. Disons qu'il y a moins de concurrence pour le secteur intérieur. Voilà, c'est Dimo, il n'y a que lui. Alors que sur les postes extérieurs, on sait qu'il y a pléthore de talent, d'expérience. Donc, pour moi, c'est plus logique de se passer d'un mec comme Calates. C'est pas un peu bizarre cette relégation de Dimo quand même? On a l'impression qu'il était premier pivot l'année dernière, titulaire. Aujourd'hui, il est passé derrière Thaïs, derrière Mamjaite, derrière Papagiannis. C'est un peu chelou de le voir autant relégué sur le banc quand on l'a vu performant quand même. Moi, faudrait lui demander, hein, c'est Vassilis Spanoulis qui a choisi, mais de ce que j'ai vu de ses défenses sur pick and roll de Vassilis Spanoulis, où le pivot va quand même vachement, sort jamais droit, enfin vers la ligne médiane, mais sort parallèle et suit le joueur. Je pense que Donatas Motiejunas, il correspond pas trop à ça sur la latéralité, et c'est peut-être le pivot de Monaco qui a le plus de mal. Je me demande si c'est pas ça qui paye un petit peu. Possible. Quand Donatas Moteunas, que vous sortez du groupe à la place, plutôt pour laisser Papagiannis, et donc Jordan Lloyd, par contre, vous le laissez. Tu crois encore en Jordan Lloyd, même sur ce qu'il a montré sur la série de quart de finale? Nils, tu l'as vu le plus, toi, vraiment en action. Tu dis qu'il peut, sur un match, voilà, éventuellement, ou quand il est bien luné, apporter à Monaco. On le sait, on l'a déjà vu plein de fois. Là, il faudrait qu'il remonte très très vite. Même pas 40 minutes, il aurait 27 minutes de temps de jeu au max, ou une demi-heure peut-être, si vraiment il était performant. Il y a des joueurs comme ça, hein, des joueurs que tu les lances, tu les mets 3, 5 minutes, s'ils mettent leur tir, tu les laisses, ils sont capables de monter à 25. Il est capable d'être un joueur de série. C'est pas que ça, Jordan Lloyd, il peut apporter autre chose, mais il est capable d'avoir un coup de chaud et de prendre en température. Donc si ça marche pas, tu peux le ressortir, tu as beaucoup d'options, mais moi c'est surtout que, oui, je crois encore en lui, mais surtout le sortir pour mettre Calates, c'est pas le même poste. Aujourd'hui, à la main, Mathieu Strazel, il s'est imposé en fait. Ouais, c'est l'avènement de Strazel qui finalement te fait dire que Calates pas besoin. C'est juste ça aussi. C'est ça aussi, ouais. Et puis ça reste une option offensive importante. Certes, il a pas été très à son aise dans la série, mais quand on voit un Mike James qui est beaucoup plus distributeur, ça peut ressortir. On voit des actions comme ça où Lloyd se retrouve en bout de chaîne. Voilà, il n'a pas mis dedans pendant les playoffs, mais sur un match, effectivement, il peut être brûlant et c'est un joueur extrêmement talentueux. Regarde le match 2, hein. Ouais, Le match 2, il a mis combien 17 points, je crois. Il avait mis, ouais. Et puis à 3 sur 5 à 3 points, je crois, il avait été excellent. Hein, et ça change beaucoup hein, quand Jordan Lloyd met dedans pour le jeu de Monaco. Un Papagiannis et pas de Calates. Voilà votre avis sur cette première question brûlante du Final Four. Il y aura 2 clubs grecs. On commence par le champion d'Europe. Champion d'Europe, le Pana. Est-ce que le Pana, si Mathias Le Sort revenait, on a vu beaucoup de vidéos où il commence à être très très alerte, mais toujours en individuel. On l'a pas vu encore à l'échauffement collectif. Si le Pana compte sur le retour de Mathias Le Sort, est-ce que le Pana est ultra favori à sa propre succession, Jérémy? Non. Non, parce que je crois pas à un retour aussitôt de Mathias Le Sort. Tu peux pas revenir d'une blessure comme ça, premier match Final Four. Je pense pas qu'il aura un impact énorme. Dans tous les cas, même s'il est prêt à jouer à 100%, je le vois pas dans le 5 majeur. Comme tu as dit, on l'a pas encore vu sur des séquences d'opposition. Et je pense que même avec Mathias Le Sort à 100%, le Pana serait peut-être même pas favori en fait. Donc pour moi, le retour de Mathias Le Sort ne rend pas vraiment le Pana au devant. Même un petit boost de 5 minutes, puisque tu ne le vois pas commencer évidemment, mais sur 5 minutes, voilà, apporter tout ce qu'il peut donner. Non, ça reste Mathias Le Sort évidemment, mais revenir d'une aussi grosse blessure sur des matchs aussi importants, ça me paraît compliqué.
Ouais, mais même constat, je pense qu'il ne sera pas du tout à 100%. C'est un peu la méthode Coué utilisée par le Pana et notamment Ergin Ataman qui a dit il sera là, il va jouer, donc il va manquer beaucoup de temps pour le voir opérationnel à 100%, même à 80-70%. Mais on connaît l'importance de Mathias sur le terrain et en dehors. Il apporte toute cette énergie, on l'a vu pendant les playoffs, se lever, encourager ses coéquipiers, donner des conseils à Wenyen Gabriel. J'ai gêné Poirier sur les lancers francs aussi. ouais, exactement. Et Gabriel qui a progressé, hein. C'est pas le talent, c'est pas la puissance de Mathias, c'est pas le talent offensif, mais il rentre petit à petit dans la rotation. Après on en parlera peut-être plus tard, mais je le sens pas le Pana, avec ou sans le sort. On en parle maintenant si tu veux. Hein, donc, moi je le sens pas. Je sens que cette équipe elle est tellement irrégulière. On a un Kendrick Nunn qui se cherche. Après, tout est possible sur un match, encore une fois, on le répète, sur un Final Four. Ça, c'est ce que l'irrégularité, finalement, ne fait pas que le Pana. Tu te dis, c'est un Final Four, ils vont arriver comme l'an dernier, comme des coucous, encore plus cette année où tout le monde les attend, et finalement, ils vont peut-être être là au rendez-vous. C'est possible. C'est une équipe hyper talentueuse, mais aussi hyper irrégulière. Sur le match 5, on a Cedi Osman qui fait un super match, mais pour le reste... c'était pas une équipe qui, pour moi, peut aller au bout cette saison. Je me trompe peut-être, mais je les sens moins forts, moins dans une bonne dynamique que l'an passé. Nice, est-ce que le retour éventuel, tant que je l'ai pas vu dans la feuille de match, moi j'y crois pas, hein, au retour de Mathias Le Sort, ça changerait les choses pour le Pana en l'état où Mathias Le Sort serait, hein, de retour de blessure, blessé depuis fin décembre, on le rappelle. Non, parce qu'il va manquer de rythme. Alors, si il revient sur 5 minutes, peut t'apporter de l'énergie, mais j'arrive même pas à répondre à cette question parce que j'y crois pas non plus. Comme a dit Jérémy, revenir d'une blessure aussi grave. Alors c'est différent des ligaments et du tendon, c'est osseux une fois que ça a solidifié, mais quand même, faut reprendre le rythme des matchs, tout ça. Sur un Final Four. Là, par contre, où ça peut jouer un rôle, c'est qu'ils ont peut-être mis le doute, le Pana, en annonçant tout ça, le doute dans la tête de Fenerbahçe, qui va peut-être devoir préparer 2 plans de jeu. Un plan de jeu s'il y a Mathias Le Sort, un plan de jeu où ça t'y crois, toi? Tu crois que Fenerbahçe, ils vont venir manger dans le bluff de Ataman? J'y crois à moitié, mais je pense que Šarūnas Jasikevičius va quand même envisager la possibilité qu'il soit là, au cas où, mais si nous, on n'y croit pas, bon... Ce qui est clair, c'est si par miracle Mathias Le Sort et Docteur Onimus a dit non, hein, donc. Oui, il a l'air de s'y connaître. Si par miracle il est à 80-90%, il y revient bien, il a fait 2-3 matchs de championnat avant, enfin pas trop même, parce qu'il n'y aura pas le temps. Oui, ça sera un énorme plus parce que la raquette du Fener, elle n'est pas aussi puissante, talentueuse et pas aussi profonde que celle du Pana. Donc oui, ça peut rééquilibrer pour moi les choses. On rappelle qu'Ergin Ataman a annoncé qu'il devait reprendre l'entraînement collectif cette semaine. Pas une image pour l'instant. Donc ça veut dire quelques jours d'entraînement éventuellement, plus voyage vers Abu Dhabi où t'as pas le temps foncièrement de bosser. Et le Final Four, ça fait quand même peut-être un match de championnat en Ligue grecque ce week-end. Ça fait quand même une timeline très courte. En plus. Ouais, pour revenir, ça fait mais quand si même... tu le mets pas en play-off grec, tu le mets pas au Final Four à minute. Ah ouais, bah oui. On aura peut-être une indication dès ce week-end. Donc vous répondez en commentaire à ces 2 questions. La question sur Monaco, est-ce que Calathes et Papagiannis doivent rentrer dans le groupe à la place de Lloyd et Motiejunas? Et est-ce que vous croyez au retour de Mathias Le Sort pour rendre le Pana ultra favori de ce Final Four? Il nous reste 2 questions fondamentalement sur les 2 équipes qu'on n'a pas abordées. Fenerbahçe, j'ai envie de vous demander, est-ce que Šarūnas Jasikevičius, qui va faire son 5e voyage consécutif au Final Four, va-t-il être enfin titré? Parce que pour l'instant, ça n'a pas réussi. Il y a eu de la finale avec Barcelone, mais pour le moment, il est passé à côté pour l'instant. On peut y croire parce que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Hein. Il va passer le cut et il va remporter le titre. Cette année. Bonne question. Hein. C'est dur. Mouille-toi. On aura les hot takes après, mais mouille-toi. En tout cas, moi, je le vois passer la demi-finale. Ah, tu vois en finale. Moi, je le vois plus passer la demi-finale. Il est arrivé en cours de saison l'an passé au Fener. Il a réussi l'exploit de qualifier l'équipe au Final Four. Là, il a eu le temps un peu plus de façonner, d'imprégner encore plus son équipe de sa discipline, de son éthique. Il a eu le temps de travailler aussi par rapport aux autres équipes qualifiées au Final Four avec ce coup de balai face à Paris. Je pense que c'est un fin tacticien, c'est un motivateur,
Je le vois bien aller au bout cette fois, et la récompense suprême, pourquoi pas cette année, à condition de battre en finale soit Monaco, soit l'Olympiakos. Est-ce que le coach de l'année va être le coach du Final Four? Moi, il me fatigue. Il me fatigue, Jassikevicius. Quand on l'écoute, on a l'impression que tout va toujours mal. Son équipe joue toujours mal. Il est jamais satisfait. Et je comprends cette mentalité-là, mais j'ai l'impression qu'il essaye de se relâcher toute la pression en disant « Ouais, mais de toute façon, on gagne, mais on joue pas vraiment bien, si, ça. » Donc, avant la toute première journée, j'avais dit Fener qui va au bout. Et je vais rester là-dessus. Avant la toute première journée, donc avant le début de la saison, avant le début de la saison. allait gagner. Bon, c'était avant. Avant que Scotty Wilbekin se pète. Ouais, ok. Ça. Mais moi, j'y crois toujours pour le Fener. Je pense que c'est peut-être l'année ou jamais, avec un Wade Baldwin qui est vraiment fort. À l'intérieur, forcément, on émet des doutes. Kembert, c'est pas le pivot de l'année non plus. Je pensais que Marjanovic était encore un joueur de basket. On l'a vu que non au début de la saison. Mais non, j'y crois pour le Fener. Ça va être très très chaud contre le Pana, c'est sûr. Donc pour toi, Šarūnas Jasikevičius peut-être enfin au bout. Nils, ils se sont semi-mouillés en plateau. Est-ce que toi, Šarūnas, te plaît? Moi, j'ai des gros doutes. On a toujours eu des doutes. On l'a dit, il est très très strict. Il laisse pas beaucoup ses joueurs sortir du cadre. Et dans les Final Four, souvent, ce qui lui a manqué, c'est de laisser les joueurs décider du match. Chose que fait très bien Ergin Ataman, qui sait trouver les bons rosters, qui sait laisser les clés et laisser jouer. Il dit à chaque fois qu'il apprend de ses erreurs, mais moi j'attends de voir et je suis pas sûr qu'il passe du tout face au Panathinaikos. Nico, il a des doutes sur le up and down du Pana. Moi je les vois arriver mort de faim. Kendrick Nunn, il a manqué ses playoffs. Je pense qu'il va arriver en mode tueur au Final Four. Et le coaching d'Ataman, dont des fois j'ai du mal à comprendre tactiquement ce qu'il propose, tout ça, mais il trouve toujours les bons rosters et les mecs qui vont faire la différence et il les laisse les clés en main faire la différence. Donc moi là-dessus, je mets Panathinaikos devant sur cette demi-finale. Donc pas de titre pour Šarūnas Jasikevičius, voilà. Le coach of the year sans Final Four. Tu vois le Fener passer parce que le Pana, donc, et le up and down, donc par défaut finalement, plus que le Fener dominer le Pana. Non, pas par défaut, parce que oui, effectivement, le Pana, pour moi, n'est pas aussi serein, n'a pas aussi pas autant de certitude que le Fener. Donc, moi, je vois aussi la patte Jasikevičius. Faut rendre hommage quand même à son travail. Il a été élu coach de l'année. Il tient son équipe. Oui, il a appris de ses erreurs. C'est toujours un jeu hyper discipliné. Et ensuite, attention à la communication de Jasikevičius. Effectivement, il est strict. Il a une image un petit peu austère. Mais je pense que dès que le match est fini, avec ses joueurs, il est très proche. C'est un ancien joueur qui a été plusieurs fois vainqueur de l'Euroleague avec 3 équipes différentes. Il a toute cette expérience. Il sait comment gérer les personnalités. Il y en a d'autres qui ont l'expérience. Vas-y, Spanoulis aussi. Vas-y, Nils. Il y a juste autre chose, et Jérémy en parlait, c'est qu'il est tout le temps négatif. Il a raison, Jérémy, Šarūnas Jasikevičius. Même quand son équipe est devant ou quoi, c'est négatif, on joue pas bien. Et ça, c'est quelque chose sur les Final Four aussi qui, pour moi, peut coûter à son équipe. Quand t'es devant, quand tu gagnes et que tu dis à tes joueurs, ça va pas, on joue pas bien ou quoi, ça peut jouer dans la tête au moment où tu as besoin d'euphorie, où tu as besoin de... Željko Obradović, pareil, c'est pas le mec le plus positif. Même quand tu gagnes, il est toujours dans la précision, l'ultra-précision, le jusqu'au boutisme, pas souvent heureux de la performance de ses joueurs. Il va toujours demander plus pendant les matchs, après les matchs. Donc, moi, c'est pas ça qui pose problème. Mais pour Nils, c'est l'air d'avoir une vraie différence dans cette approche-là entre Šarūnas Jasikevičius, Nils, tu me corriges si je me trompe, et les 3 autres coachs du Final Four, c'est ça finalement que tu nous dis? N'oublions pas surtout, Nicolas, il prend en comparaison Obradović, mais Obradović, c'était une autre époque. C'est une époque où les coachs avaient été un petit peu plus dans le style de Šarūnas Jasikevičius, strict, qui contrôlait tout. Aujourd'hui, les joueurs ils ont beaucoup plus de liberté. Tu as un rôle de managing que Željko Obradović à l'époque, il avait un petit peu moins, il y avait moins d'ego et tout ça, c'est différent. Tu allais parler de Spanoulis? Non, qu'il y a un peu des similitudes, je trouve, entre Jasikevičius et Spanoulis. Il est au début de sa carrière, Spanoulis, mais il sait aussi comment gérer les égos, les personnalités, pousser un coup de gueule, etc. Il est plus dans le mode Jasikevičius que dans le mode Ataman, où des fois tu sens que tu jettes la pièce en l'air. Ça marche souvent pour Ataman, mais on se pose toujours des questions sur ses réelles compétences. C'était la 3e question. Vous avez remarqué, j'ai répondu à aucune de ces questions pour une bonne raison.
c'est que je pense, et ce sera ma hot take de cette émission, je pense que l'Olympiakos va survoler ce Final Four, que Sacha Vezenkov va être à 25 points de moyenne et va claquer le MVP du Final Four pour se venger de ne pas avoir été MVP de la saison régulière. Ce sera ma hot take. C'est une hot take assez classique, assez... J'ai dit 25, j'aurais pu monter à 30 pour vraiment être un petit peu fou. 25 déjà, ça me paraît pas mal, il est à 20 sur la saison. On va dire 25 sur les 2 matchs, donc 50, 50 purs minimum pour Vezenkov. Et donc ma question, Nils, sur l'Olympiakos, c'est est-ce que vous croyez à la... Oui, vas-y, bon allez, il ne veut pas me laisser poser la question, donc non, on va le juste laisser parler. pour toi, du coup, ça veut dire pas de malédiction du premier. Et non, c'était ma question, C'est Nils. ça, la Est-ce que vous haute taille. croyez à la malédiction du premier en Euroleague? Et est-ce que vous pensez donc que l'Olympiakos va la subir ou la briser? Moi, j'y crois, ils vont tout casser et ils vont gagner ce Final Four l'Olympiakos. Jérémy, J'y crois pas non plus à cette malédiction, mais t'es pas superstitieux. je pense que la demi-finale contre Monaco, ça va être un blowout pour une des deux équipes. Je pense qu'il y a une des deux équipes qui va gagner plus 15-20 et je vois pas un match serré entre ces deux-là. Je pense que si on arrive à peu près à cadrer Vezenkov, à minimiser un petit peu son impact dans le jeu sans ballon, dans les backdoors, etc., et qu'il y a de l'adresse, je pense que Monaco peut... Je veux dire, arriver à faire ce que personne n'a fait cette année, quoi. Ouais. Mais je vois pas un match serré entre ces deux équipes-là. Pour moi, il y a vraiment soit le jeu sans ballon de Vezenkov avec l'adresse de Fournier, Mousfal à l'intérieur qui casse tout et l'Olympiakos les explose, soit ce sera l'inverse. J'ai du mal à voir un match très serré. Ok, et donc, pas de malédiction ou malédiction? Pas de malédiction. Pas la malédiction, donc tu vois l'Olympiakos quand même Je vais à l'Olympiakos. aller au bout. Malédiction ou pas? Alors, moi, je vais être très partagé. Effectivement, la casquette de favori, elle est pour l'Olympiakos. Magnifique saison, Vezenkov extraordinaire. Mais c'est là où je vais prendre ma hot take. Pour moi, Mike James va être le MVP de ce Final Four. C'est son heure. C'est son heure. Il est le bon Mike James depuis tellement longtemps qu'on attend ça. Que je pense qu'il va... C'est le meilleur marqueur de l'histoire de cette compétition. Il lui manque le titre. Et il va faire les choses en grand, en étant le meilleur joueur et en emmenant Monaco vers le titre. Ça nous fait 2 hot takes. Nils, qui ne voulait pas attendre ma question, et trépigne. Alors, réponds d'abord. Est-ce que tu crois à la malédiction du premier? On rappelle, depuis 2016-2017, la première saison où la poule unique a été introduite, aucun premier de saison régulière n'a été champion. Demi ou finale à chaque fois, mais jamais champion. Je suis tiraillé, Fred. Je suis tiraillé parce que je crois pas du tout à la malédiction et je pense que cette année, l'Olympiakos va rompre cette malédiction. Mais j'ai quelque chose au fond de moi qui me dit que Monaco va aller au bout. Et j'allais prendre de la hot take aussi de... Moi, j'allais pas dire Mike James, j'allais dire Elio Kobo. Elle allait être MVP du Final Four. Et donc, je vais changer et je vais dire qu'un Français sera MVP du Final Four. Ah, c'est bien. Mais bon, tu prends moins de risques, du coup. Parce que tu peux avoir un Evan Fournier, tu peux avoir Joanne Bégarin. un jeune Bégarin. J'en avais une autre de hot take, ce serait qu'aucun match ne se jouerait sous les 10 points. Que ce serait que des matchs à plus de 10 points d'écart. Mais Ah, donc tu rejoins un peu Jérémy là-dessus. Non, penses parce qu'il que y aura moi, c'est des tous les écarts. matchs. Ouais, Tous mais les tu matchs penses du qu'il y aura des Final écarts. Four. Ouais, mais j'y crois pas trop à celle-là. Ça, c'est dur à dire. Bon, on prendra la première pour les réseaux sociaux pour Nils. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que l'histoire du français MVP du Final Four, c'est-à-dire que c'est forcément dans la demi-finale, le vainqueur de la demi-finale Monaco-Olympiakos qui gagnera derrière. Oui, puisqu'on n'a pas de Il y en a pas Français de l'autre côté. de côté. Mais on est garanti d'avoir un Français en finale, au moins 2 d'ailleurs. Donc ça nous fait plutôt plaisir. Jérém, tu rejoins Nils ou pas sur la hot take? Ou tu as quelque chose d'autre pour terminer ces burning questions du Final Four? Moi, je pense que si Monaco va au bout, pour moi, c'est Mathieu Strazel qui sera MVP. C'est ta hot take? Ouais, voilà. Ça, c'est de la hot take, ça. Vous avez pris des risques de fou. Moi, j'en ai pris une. Alors, certes, elle n'est pas très risquée. Je suis d'accord avec toi, Nico, mais raisonnable quand même. Vous êtes un petit peu parti plus fort. Vous êtes tous partis sur des hot take Monaco. Moi, j'ai des chances. Je trouve que Mike Ouais, James, non, je c'est pense possible. que cette année, il fait les choses beaucoup mieux que d'habitude. On l'a vu, distributeur, il défend, et il est capable d'apporter du scoring quand il faut. Et voilà, c'est son heure. Vous êtes tous partis sur une hot take Monaco. Hein. Vous Je avez lui ai pas... posé la question à Mike James, il m'a dit Terry Tarpey pour l'MVP du Final Pour Four. l'MVP du Final Four. Faut le rappeler. S'il y avait un MVP défensif, je pense que Terry Tarpey pourrait. Là, ça me paraît un petit peu plus compliqué pour le MVP tout court, mais on verra ça à Abu Dhabi. Pas d'autres hot take, c'est tout ce que vous avez
pensez. On va s'arrêter là alors sur le Final Four. Rendez-vous à Abu Dhabi la semaine prochaine. On commence d'abord avec Fenerbahçe Panathinaikos. Et la deuxième demi-finale, ce sera à 20h, si ma mémoire ne me trompe pas. Tout à fait. Entre Monaco et l'Olympiakos, à suivre évidemment sur Squeak pour cette apothéose de la saison avec Nils et Ali en direct depuis Abu Dhabi. Et on sera avec Paul Lacombe, enfin tu seras avec Paul Lacombe en plateau pour analyser, décrypter ancien joueur de Monaco. Voilà tout le programme de ce grand week-end de Final Four à suivre évidemment sur Squeak. Donc Paul Lacombe ici en plateau avec nous et Nils et Ali à Abu Dhabi. En attendant d'aller à Abu Dhabi, on va évidemment jouer au quiz. Le Final 3 de cette émission, c'est le quiz comme d'habitude. Jérém, tu es chaud, j'ai donc compris pour aller chercher ce quiz Pour ça. et marquer ton retour dans cette émission. Je commence facile, par un vrai ou faux. Vrai ou faux, Vassilis Spanoulis est le joueur qui a obtenu le plus de fois le titre de MVP du Final Four. Vous marquez vrai ou faux sur votre tablette. Vrai ou faux, Vassilis Spanoulis est le joueur qui a obtenu le plus de fois le titre de MVP du Final Four. J'hésite. Je répète toujours 2 fois mes questions, Nico, t'as remarqué ? Tu peux aller jusqu'à 3. C'est un peu pour toi, mais également pour occuper l'espace. Alors, vrai ou faux ? Vrai, faux, et Nils, tu me dis... Faux. Tu me dis faux. Eh bien, ce sera un point pour Jérémy, qui démarre voilà. très bien ce quiz. Il en a Bravo, eu- Jérémy. Il en a eu 2, pourtant. Il en a eu 3. 3, et voilà. 2 3 titres fois. de MVP et 3 titres de Final Four. C'est 3 ça fois pour Vassilis Spanoulis. J'ai pas vérifié le nombre de MVP de Vassilis Spanoulis, mais je crois que tu as raison. Bon, en fait, ils sont 2 à avoir obtenu 3 fois le titre de MVP du Final Four. Donc, on va faire un guess the player en rapidité. Et ce sera l'autre joueur. L'autre joueur? C'est l'autre joueur qui a été élu 3 fois MVP du Final Four que je vais vous demander de trouver. C'est un rapidité, c'est une- donc oui, il voilà. faut hurler la réponse, Nils. Oui. C'est bon pour toi? C'est On bon cherche, pour moi. on cherche un ailier. Anthony Parker. Ce n'est pas Anthony Parker. On cherche un ailier né le 18 septembre 1968, Est-ce que c'est... Non. qui a été intronisé... Ce n'est pas Zizis. Il a été intronisé au Hall of Fame en 2021. Galis. Ce Non. n'est pas Nikos Galis. Il a gagné 3 fois l'Euroleague avec sa ville natale. Il a également été triple champion NBA avec la franchise qu'il a draftée en 1990. Kukoc. Tony Kukoc, c'est une excellente réponse, Oh, ouais. Jérémy. On cherche un double champion d'Europe, champion du monde, mais seulement vice-champion olympique, seulement avec des gros guillemets évidemment. Il a joué à Milwaukee, Atlanta, Philadelphie, Chicago, Trévise et Split. Il est croate et il est également célèbre pour avoir laissé Frédéric Forté lui voler la balle lors de Et la faute. finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1993. C'était Tony Kukoc. 2 points pour Jérém qui démarre devant ce quiz, mais vous pouvez largement vous refaire, messieurs. 3e question, il y en a 8 en tout. Malaga a remporté la Basketball Champions League ce week-end pour la 2e saison d'affilée. Quel autre club espagnol a fait le back-to-back en BCL? Est-ce que c'est Tenerife? Est-ce que c'est Saragosse? Est-ce que c'est Burgos? Ou est-ce que c'est Manresa? Malaga a remporté la BCL pour la 2e saison de suite. Quel autre club espagnol avait fait le back-to-back en BCL? Est-ce que c'est Tenerife? Réponse A. Est-ce que c'est Saragosse? Réponse B. Est-ce que c'est Burgos? Réponse C. Ou est-ce que c'est Manresa? Réponse D. Nico a l'air assez sûr de sa réponse. Jérém hésite et a finalement écrit « Montrez-moi vos réponses, s'il vous plaît. » Saragosse pour Jérém, Tenerife pour Nico, et Nils, tu nous Burgos. dis Burgos, et c'est une bonne réponse de Nils, Ah shit. puisque Burgos Avec a fait Maxime Salache. le back-to-back en 2020-2021. Tenerife a gagné en 2017, 2022 et a été finaliste en 2024. Pas de back-to-back. Tu as mis Saragosse, Pardon. Tu avais mis Saragosse 4e en 2020 et 3e en 2021. Et Manresa a été finaliste en 2022. C'était pas simple. Nils, tu reprends un point. Jérém toujours devant avec 2. Nico, il faut démarrer dans ce quiz. Peut-être ici. 1 point pour le plus près, 2 points si vous êtes tout pile. Denver et Oklahoma City nous ont offert un festival de maladresse lors du match 1, lors du carton 1 de leur match 4, pour être plus précis.
Les deux franchises ont égalé le record du moins de points marqués en cumulé par deux équipes lors d'un carton de play-off. Combien de points Oklahoma City et Denver ont-ils marqué en cumulé? Car les deux équipes sur ce premier carton du match 4. J'ai compris la question, Fred. C'est bon? Tu vois, je vais plus lentement. J'écris plus maintenant pour que tu comprennes bien les questions. Combien de points ont cumulé Denver et Oklahoma City lors du premier carton du match 4, égalant ce record du plus petit nombre de points en play-off? Allons-y. 26 pour Jérém, 24 pour Nico. Pour Nils, et Nils, tu me dis 25. Ce sera 2 points, parce qu'il y a un tout pile. Et ce sera 2 points pour Nils. 17 à 8 en faveur d'Oklahoma City. Et donc 25 points cumulés. Je crois que c'est la première fois. On n'était pas loin. Vous étiez tous pas loin, mais c'est la première fois qu'on a un tout pile, je crois, dans cette émission. 3 points pour Nils, qui prend les commandes. On t'avait dit qu'il allait être redoutable. 2 points pour Jérém, Nico. Il faut démarrer. C'est maintenant qu'il faut démarrer. Avec cette liste, vous allez avoir un demi-point par bonne réponse. Et si vous faites un grand chelem, vous aurez un point bonus, car il y a 6 réponses à ma prochaine question. Dallas a obtenu le numéro 1 de draft cette nuit, à la surprise générale. Donnez-moi les 6 derniers numéros 1 de la draft NBA. Normalement, il y a un point cadeau. S'il y a quand même 2 noms, a priori, où ça va. Si vous me donnez les 6 noms des 6 derniers draftés, vous avez un point bonus, donc ça vaut 4 points au maximum cette question. On peut mettre le prochain? Tu vois que c'est le moment de démarrer, Nico. Ouais, bah là, ça va pas être le cas. Donnez-moi les 6 derniers numéros 1 de la draft. Dur. Ça n'est pas si difficile. Ah oui, bah évidemment, t'as les réponses sous les yeux. C'est plus facile avec les réponses, j'en conviens. Mais les noms ne sont pas impossibles. On est quand même sur des noms importants. Les 6 derniers numéros 1 de la draft. 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019. Je ne te donnerai pas, Nils, les équipes qui ont drafté, puisque tous les joueurs que j'ai sous les yeux sont toujours dans la franchise qui les a draftés. Ce sera mon indice pour les 6 derniers numéros 1 de la draft. Il faut un peu de temps. Là. Il faut un peu de temps, ça réfléchit. On a le temps, pour une fois, on n'a pas été très long. Je consulte ma régie avec Faisal Berkani qui me dit que c'est bon. Le timing est nickel aujourd'hui. Ils sont encore dans leur équipe. Ils sont tous encore dans leur équipe. Ils sont tous encore dans leur équipe. Les 6 derniers numéros 1 de la draft. Il n'y a pas eu d'échange ou de choses comme ça. Je peux te dire qu'il y en avait quelques-uns en play-off cette saison. Pas tous. 6 derniers, t'as dit. Les 6 derniers, donc il faut aller jusqu'à 2019. Les 6 derniers numéros 1 de la draft NBA, en attendant que Cooper Flagg soit drafté par Dallas dans quelques semaines. Et on verra ce que fait San Antonio, puisque San Antonio draftera en 2 à la surprise générale également. Nico hoche la tête, ça n'a pas l'air de revenir. Jérém nous fait un... J'ai rien du tout. Avec ses babines, donc compliqué également. Allez, encore 30 secondes pour avoir les 6 derniers numéros 1 de la draft. Je sens combien, c'est pas évident. Mais il y a des points, Nico, hein, c'est maintenant les points. Ouais, ça sera pas maintenant. Prochaine question. Next. Peut-être la question de culture générale est pour toi. Voilà. Mais il sera peut-être trop tard à ce moment-là. Elle vaudra 2 points, mais elle arrive vite. Allez. On peut mettre que sinon. Sinon, il faut pas en mettre plus, hein, parce que sinon je vais t'enlever des points. Allons-y, retournons. Quels sont les 6 derniers numéros 1 de la draft? Et vous allez me dire ce que vous avez. Est-ce que tout le monde... C'est bon, Jérém? Non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, mais c'est fini le chrono par contre. Allez. Est-ce que tu peux retourner et tout le monde me donne... Est-ce que vous avez tous Zachary Rizaché? Jusque-là, a priori, ça va, un point pour tout le monde. Wemby, évidemment, est sur le plateau pour tout le monde. 2022, Paolo Banchero. Ah oui. Oh là. Manifestement, C'est fou d'oublier ça. vous l'avez oublié pour Orlando. 2021, Cade Cunningham Eh oui. pour Détroit. Oui, bah oui, bien sûr. Donc Nils l'a pas non plus, manifestement. Scoot Anderson n'a pas fait numéro 1 à la draft, hein, je te le dis tout de suite. Par contre, Anthony Edwards. Anthony Edwards a fait numéro 1 de la draft, il n'y a que Jérém qui l'a, je crois. Tu l'as, Nils, ou pas? Non. Jérém qui égalise. 5 pour Jérém, 5 pour Nils, 2 pour Nico. Et le dernier, en 2019, c'est Zion Williamson, que tu as, Jérém, et que Nils a aussi. Tu l'as pas, Nico? Tu avais qui, Nico? Le Tu avais le précédent, tu avais DeAndre Ayton, Ouais. et c'est 2018. Ouais. C'est celui que j'ai pas demandé. C'est pas perdu, mais il faut réagir maintenant, Oh, Nico. regarde. C'est pour toi, celle-là.
Michael Jordan sera le consultant spécial de NBC pour les prochaines saisons NBA. Jordan qui détient avec les Bulls le record du match le plus regardé de l'histoire de la NBA à la télévision américaine. Vrai ou faux? Est-ce que Jordan détient avec les Bulls le record du match le plus regardé de l'histoire de la NBA à la télévision américaine? Vrai ou faux? Ils sont tellement perplexes. C'est en plateau, c'est drôle. Allons-y. Vrai pour Nico, vrai pour Jérém. Et tu me dis quoi, Nils? Ouais, vrai aussi, mais je suis c'est pas vrai. convaincu, moi. Si, c'est vrai. Ah. 35,9 millions de téléspectateurs. C'est quand il sort de la retraite? 91. Le match 6 en 98, 98. Jazz contre Bulls. Devant le match 6, Phoenix-Chicago en 93, 32,1 millions. Et le match 7, Warriors-Cavaliers en 2016, 31 millions. 7e question, c'est encore un compte approchant. C'est l'avant-dernière question de ce quiz. Gabi Williams a officialisé son forfait pour l'Euro 2025, Dominique Malonga également. Mais Gabi Williams était la meilleure marqueuse des Bleus aux JO de Paris. Quelle était sa moyenne de points lors de ces Jeux? La moyenne de points de Gabi Williams sur les JO 2024 pour l'équipe de France vice Combien de points, la question olympique. Combien de points la question? La question vaut 2 points si tu es tout pile et 1 point si tu es le plus près. Sachant qu'il y a un chiffre après la virgule. Oui, je sais. C'est bon pour Jérém, c'est bon pour Nico. Nils, tu as ta réponse? Ouais. Il hésite. Allez, allons-y. Tournons. Nico, qui est en retard, 15,6, 16,4 pour Jérém. Et Nils, tu nous dis 16,7. Nico, t'es passé à 15-4. C'était ça 15-4. Non, tout pile. C'était 15,5. Oh, putain, Oh là 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 là. dur. Je serais il marque presque ses tenté de premiers te points, mettre les quand 2 même. points. Je serais presque tenté de te mettre les 2 points. Ça pour que dépend tu de puisses Nils et égaliser. de Jérémy, s'ils sont fair play ou pas. Est-ce que vous êtes fair play, Est-ce qu'il peut messieurs? encore, est-ce qu'il peut encore gagner sur la 8e Il question peut, s'il a 2 si points on lui met les 2 points, il peut vous égaler. Il peut pas vous On voit le dépasser, fair mais il play peut de vous Nils. égaler. Très très Ouais. limité le fair play. Franchement, allons-y, parce que Allez. c'est quand même très Oh, proche. On c'est devrait avoir gentil. un plus ou moins 0,2. C'est mérité les 2 points pour Nico là-dessus. 5 pour Nico, Il sait qu'il 7 veut pas pour gagner. Jérém et pour Nils. Voici la question à 2 points, la question de culture générale. Et ensuite, il y aura un anagramme pour la gagne si jamais il y a égalité. Cette question de culture générale concerne une série télévisée. Oh. On écrit Fred ou c'est de la vitesse? Vous pouvez écrire. Ça n'est pas de la vitesse. On cherche une série télévisée parce que je me suis inspiré, Nils, du maillot que tu as derrière toi, du maillot de Giannis Antetokounmpo. Cette série télévisée dont le nom pourrait résumer le passage de Giannis Antetokounmpo pour les fans des Bucks. Parce que comme pour Giannis, l'action de cette série se passe à Milwaukee. Comme pour Giannis, la série a perdu de son éclat quand son personnage culte, Arthur Fonzarelli, a atteint son apogée médiatique. C'est bon. Cette série a duré 11 saisons, de 74 à 84, quasiment le passage de Giannis dans le Wisconsin, puisque Giannis Antetokounmpo a On peut le a dire duré maintenant 12 ou pas saisons. Quelle est cette série? Vous m'écrivez le nom de la série Mais sur le tableau. Fred, Je sais pas t'as que c'était dit nous. de 71 à 84. De 74 à 84. C'est une série C'est très pareil. très culte. Très très culte. Réécoute bien mes indices, Nils. On cherche une série télévisée dont le nom pourrait résumer le passage de Giannis Antetokounmpo pour les fans des Bucks. Comme pour Giannis, l'action se passe à Milwaukee. J'avais Comme pensé. pour Giannis, la série a perdu de son éclat quand son personnage culte, Arthur Fonzarelli, a atteint son apogée médiatique. 12 saisons pour Giannis dans le Wisconsin, 11 saisons pour cette série, de 74 à 84. Quelle est cette série? Nils, as-tu une idée? Non, Ma- non, manifestement, non. J'étais Il est énervé, pas né, là. donc, Il est énervé, il va Jérém, s'énerver. as-tu une idée? Eh bien, moi, j'ai écrit. Il a écrit un blanc, il n'y a pas de série blanche. Est-ce que tu vas égaliser Nico là-dessus? Il a un énorme sourire. Mais et oui, il me- gros, par- il était par en vie. Nous, on n'était pas Par nés, contre, je suis surpris que ça soit à Milwaukee, tu vois. J'avais Bah oui, des moi, je savais pas non paysages plus. plutôt californiens et tout. Écoute, Happy Days. Happy Days avec Fonzie. Fonzie. Évidemment, et Nico qui égalise. Vous avez bien eu tort de lui donner 2 points. Moi, j'ai pas C'est la terrible. Mais pour la première fois de l'histoire du quiz dans le Squeak Talk, vous êtes tous À égalité. à égalité. Ah, c'est Ils beau. ont tous 7 points aujourd'hui. Et il va falloir les départager avec l'Anna gagne. Ça, c'est beau. Quel suspense. Ça, c'est beau. Et je vais donc écrire tout de suite ce que j'ai prévu pour vous faire deviner
et pour gagner ce quiz. Qui va gagner ce quiz aujourd'hui? Ils sont 3. Et là, ce sera la rapidité, hein, évidemment. Tu nous dis si c'est un joueur, si c'est un coach. Je vous donne d'abord l'anagramme et ensuite je préciserai devant votre impossibilité à trouver. Voici l'anagramme pour gagner aujourd'hui le quiz, messieurs, dans ce Squeak Talk spécial Final Four. Est-ce que vous êtes capable de trouver ce qui se cache derrière cet anagramme? Nous ne cherchons pas un joueur d'Euroleague. Mais on ne cherche pas un joueur non plus. Ce n'est pas un joueur. Ce n'est pas non plus une joueuse. Ce n'est pas non plus un coach. C'est un commissionnaire, un... On cherche un lieu. Quel lieu se cache derrière Dehaït Naré? Etihad Arena. C'est l'Etihad Arena où se disputera le Final Four de cette Euroleague. J'étais à à Abu Dhabi. Tina Arena, moi. Voici donc la victoire de Nils. Qui se Il l'a plaint pas, beaucoup. Jérémy. Il l'a pas, Jérémy. Tina Arena, tu... Non. Tu l'as pas, Jérémy? Moi, déjà, je pensais que c'était une émission de basket. On me parle de Happy Days, là. Il y a depuis quelques semaines, c'est vrai, une On question de s'ouvre. culture On générale. s'ouvre. Non, non, public. non, non. Attends, Fred. C'est pas une question de culture générale, c'est une question rétro. Ça fait plusieurs semaines que c'est des questions rétro que tu nous poses. Non, c'est faux, c'est faux. Culture La, générale. la première réponse culture générale, c'était quand même Robin, de Batman et Robin, pour trouver Ouais, ça Jimmy va. Butler. Donc, ça va, c'était pas trop rétro. Alors je sais Ça que va, Batman ça a va. été inventé en 1939, ça c'est pour le... Mais la voilà. semaine dernière, tu nous as parlé quand même de Cabrel, d'artistes dont je Göttingen. ne sais même plus le nom. Göttingen. Barbara, Cabrel et Patricia Cass ont Barbara chanté Cabrel et Göttingen. Patricia Cass. Et là, tu nous parles de Happy Days. Mais tu aurais pu savoir que Göttingen affrontait le Bayern en quart de finale de Bundesliga. Il y a toujours quand même un petit rapport avec le basket, tu l'auras remarqué. Tu auras fait la comparaison entre Happy Days et le passage de Giannis Antetokounmpo aux Bucks. Il râle, mais il a quand même Ah, gagné. mais hein. ça, c'est C'est incroyable. Hein. -1, ça. C'est peut-être moins eux. Tu es un peu le Sarah Sedikevicius de cette émission, Nils. Je tenais à te le C'est dire. vrai. Mais voilà. Tu as gagné à la fin. C'est peut-être annonciateur de ce qui se passera au Final Four la semaine prochaine. Je ne sais pas si on fera un Sweet Talk, messieurs, la semaine prochaine. On verra. Quoi qu'il arrive, vous avez tous nos contenus à disposition sur YouTube. On vous préviendra. Si on en fait un, ce sera à Abu Dhabi. Donc on aura peut-être un petit décorum un petit peu plus sympa. Et puis on se retrouve pour le Final Four. De toute manière, rendez-vous vendredi 23 pour les 2 demi-finales entre l'Olympiakos et Monaco à 20h, 17h pour Fenerbahçe Panathinaikos. Et rendez-vous pour évidemment le grand dimanche de clôture, 16h la petite finale et 19h la finale de cette Euroleague 2025. D'ici là, passez une bonne semaine, voire 2 bonnes semaines. Pour une fois, on va recharger les batteries et on vous dit rendez-vous à Abu Dhabi pour le Final Four de cette Euroleague. Ciao, ciao, bonne semaine.